Une grande partie de ma vie n'était qu'illusion, a lâché un jour Mélissa Gilbert avec une franchise désarmante. Cette phrase, prononcée à 60 ans, résume un destin aux gloires enfantines. Secrets familiaux, amours brisés et addictions sont entremêlés pendant plus de 5 décennies. Icône de la petite maison dans la prairie, elle incarna Laura Ingalls pour des millions de téléspectateurs des années 70 à 80. Mais derrière le sourire de la fillette en salopette se cachait une réalité bien plus sombre. Adoption, mensonge, suicide du père adoptif, dépression, fausse couche, mariage raté, alcoolisme. Aujourd'hui retirée dans une cabane des Catskills, Mélissa a choisi enfin la vérité. Cette vidéo en 10 parties et une conclusion vous plonge dans son parcours. Des origines truquées à la Renaissance rustique, en passant par Hollywood, les plateaux, les cœurs brisés et les nuits sans fond. Préparez-vous. Ce n'est pas une simple biographie, c'est un miroir tendu à nos propres illusions. Les racines truquées, adoption, mensonges et identité volée. Née le 8 mai 1964 à Los Angeles, Mélissa Hélène Gilbert n'a pas eu le temps de connaître sa mère biologique. Adoptée 24 heures après sa venue au monde par Paul Gilbert, comédien burlesque, et Barbara Cranes, actrice de second plan. Dès le berceau, elle entre dans un décor de studio. Projecteur, contrat publicitaire, caméra. À 2 ans, elle pose déjà pour des couches Pampers. Mais ce monde clinquant cache un scénario écrit à l'avance. Ses parents adoptifs inventent une légende dorée. La mère bio serait une ballerine étoilée, le père un pilote de course audacieux. Réalité? La première dansait dans des cabarets de second ordre, le second courait sur des circuits mineurs. Pourquoi ces fables? Pour protéger l'image de la famille Gilbert, déjà fragilisée par les divorces précédents de Paul et les ambitions théâtrales de Barbara. Mélissa grandit dans la religion juive de sa mère adoptive, sans jamais passer par une conversion formelle, détail qu'elle découvrira adulte. À 6 ans, le premier coup de tonnerre, ses parents divorcent. Barbara se remarie vite, puis encore, introduisant beaux-pères éphémères et demi-frères ou sœurs. Mélissa devient la pièce rapportée d'un puzzle familial en perpétuel réassemblage. Dans Prairital 2009, elle écrit « Ma mère réécrivait sans cesse mon histoire dans le contexte d'une saga compliquée, divorce, beaux enfants, dysfonctionnement, omission. J'ai passé ma vie adulte à démêler le vrai du faux. » Cette identité factice pèse comme une seconde peau. À l'école, on la surnomme Alpin, avant même qu'elle décroche le rôle de Laura Ingalls. Les professeurs la félicitent pour ses parents célèbres. Elle sourit, ignorant que Paul avait déjà une fille d'un premier lit et que Barbara tombera enceinte 2 fois après elle, une fausse couche à 6 mois, puis la naissance de Sarah. Ces vérités éclateront plus tard, comme des bombes à retardement. L'enfance de Mélissa se déroule entre studios de tournage et maisons successives de Los Angeles. Elle apprend à jouer la comédie avant de savoir lire. À 9 ans, elle passe l'audition pour La petite maison dans la prairie. Michael Landon, producteur et futur père fictif, l'a choisi parmi 500 candidates. Le conte de fées commence, mais le vrai cauchemar aussi. Car derrière les prairies verdoyantes filmées en décor, la fillette porte déjà le poids d'un nom qui n'est pas entièrement le sien, d'une histoire qu'on lui raconte au lieu de la lui transmettre. Cette partie pose la première pierre, une enfant star propulsée sous les projecteurs alors qu'elle n'a pas encore de socle identitaire. Chaque mensonge parental devient une fissure. Chaque contrat publicitaire, une couche de vernis sur une vérité qu'on enterre. Et déjà, la petite Mélissa, presque la célébrité, ne comblera pas le vide. Le suicide du père, la vérité cachée sous le drap mortuaire. 13 février 1976. Mélissa a 11 ans. On la réveille en sursaut. Papa est mort dans son sommeil d'une attaque cérébrale. Version officielle, répétée par Barbara, relayée par la presse People. Pendant des années, Mélissa pleure un père emporté par la fatalité. Elle garde une photo de lui en costume de clown, souvenir d'un homme drôle, abîmé par la guerre. Paul était vétéran de 1944. Mais la vérité est plus cruelle. Paul Gilbert, rongé par des douleurs chroniques post-traumatiques, s'est tiré une balle dans la tête. Barbara a choisi le mensonge pour protéger sa fille. Pendant 6 mois, Mélissa ne mange plus, ne dort plus. Elle erre dans la maison, hantée par l'image d'un père qu'on lui a volé 2 fois, d'abord par la mort, ensuite par le silence. En 2014, sur le plateau d'Oprah, Where Are They Now?, elle lâche la bombe. Seules quelques personnes savaient que mon père s'était suicidé. La révélation la replonge dans le chaos. Colère contre sa mère, culpabilité d'avoir cru la version édulcorée, sentiment d'indignité. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Dans un post Instagram de février 2022, elle écrit « J'ai aujourd'hui l'âge qu'il avait quand il a mis fin à ses jours. J'aimerais qu'il ait connu, comme moi, l'amour d'un vrai partenaire,
la sécurité, l'écoute. Ce texte n'est pas seulement un hommage, c'est une thérapie publique. Le suicide de Paul devient le point zéro de sa vie. Avant, l'illusion. Après, la quête de vérité. Ce drame marque aussi sa relation à la douleur physique. Paul souffrait de maux incurables. Mélissa, plus tard, enchaînera les opérations de la colonne vertébrale. Comme un héritage invisible. Le mensonge maternel, lui, installe une méfiance définitive. Si sa propre mère peut réécrire la mort, qu'est-ce qui est encore fiable? Hollywood, déjà, exploite l'image de la petite orpheline de père. Les magazines titrent « La petite maison sans papa ». Mélissa sourit sur les plateaux, mais rentre seule dans sa chambre d'hôtel. À 11 ans, elle apprend que la célébrité transforme même le deuil en spectacle. Amours adolescentes, Rob-Lowe, passion et fausse couche. À 17 ans, Mélissa rencontre Rob-Lowe sur le tournage de Hôtel. Coup de foudre immédiat. Cheveux blonds, yeux bleus, membre du Brat Pack, il incarne le rêve américain. Leur romance explose. Premier baiser volé. Fiançailles express en 1986. Elle écrit dans Prairital « J'étais affamée de Rob ». Mais l'immaturité et la célébrité font mauvais ménage. Infidélité mutuelle, soirées arrosées, pression des studios. Quand Mélissa tombe enceinte, Rob panique. « Je ne suis pas prêt ». Rupture brutale. Quelques semaines plus tard, fausse couche. Double perte, l'enfant et l'amour. J'ai perdu mon bébé et ma relation avec Rob. Ça faisait terriblement mal, confie-t-elle. Cette période sombre coïncide avec la fin de la petite maison. À 19 ans, Mélissa doit inventer une adulte sans modèle. L'alcool commence à pointer, verre de vin pour oublier. Rob-Lowe, lui, enchaîne les blockbusters, Saint Elmo's Fire. Mélissa regarde les affiches, le cœur en miettes. Des années plus tard, en 2009 sur Today, elle nuance, nous étions trop jeunes. Mais la cicatrice reste. Cette première grande histoire d'amour lui enseigne que la passion peut brûler sans réchauffer, que Hollywood vend du rêve mais livre des cauchemars. Premier mariage, Bo Brinkman, trahison et maternité 6 semaines après leur rencontre, Mélissa épouse l'acteur Bo Brinkman. Dakota naît en 1989. Espoir d'une famille stable. Réalité, alcool, dispute, infidélité. Une nuit, elle descend chercher du lait maternel, Bo sur le canapé avec une prostituée. « Qu'est-ce que tu regardes ?» grogne-t-il. Le mariage explose en 1992. Mais Mélissa garde Dakota, la lumière de cette union ratée. Elle apprend que l'amour ne se décrète pas en 6 semaines, que la maternité peut naître du chaos. Cette épreuve la pousse à chercher mieux, ou du moins, différent. Deuxième mariage, Bruce Boxleitner, solitude et blessure au dos mariage avec Bruce Boxleitner, tronc. Michael naît en 1995. 16 ans de vie commune, mais dès le début, des fissures. Mélissa avoue avoir vidé son cœur à un autre homme, ivre, au lieu de parler à son mari. 2001, grave blessure au dos, opération. Bruce absent. Je pouvais me remettre seul, mais pourquoi accepter si peu? Divorce en 2011. Elle part avec un sentiment d'échec, mais aussi une certitude, elle mérite d'être soutenue. Michael Landon, père de substitution et deuil abyssal. Michael Landon n'était pas seulement Charles Ingalls. Pour Mélissa, il comblait le vide laissé par Paul Gilbert. Sur le plateau, il la guidait, la protégeait. Elle ignorait qu'il buvait de la vodka dans son café. Juillet 1991, cancer du pancréas. Mort en 3 mois. Mélissa s'effondre. J'étais dévasté. Rideau tiré, pyjama des jours entiers. Dépression clinique. L'alcool devient refuge. Le deuil de Landon ravive celui de son père. Double perte paternelle. Spirale alcoolique, du vin au double A. Fin des années 90. Mort du grand-père, insomnie. 2 bouteilles de vin par soir. Un soir, elle s'évanouit dans le lit du chien lors d'un dîner. Dakota, adolescent, la supplie. « Maman, arrête !» Elle entre aux alcooliques anonymes. Programme en 12 étapes. Sobriété depuis 2010. L'alcool n'était pas une faiblesse, mais un symptôme. Douleur non dite, identité fracturée, célébrité toxique. Timothy Busfield, l'amour qui répare rencontre fortuite dans un bar. Timothy Busfield, 30-something. Fiançailles en janvier, mariage en avril. Vie à Howell, Michigan, puis New York, enfin cabane dans les Catskills. Pas de drame, pas de trahison. Soutien mutuel, rénovation, chien, potager. Timothy l'aide à écrire Back to the Prairie 2022. Pour la première fois,
Melissa se sent chez elle, dans une maison et dans un cœur. Vie après Hollywood, cabane, thérapie et vérité public achat d'un cottage délabré dans les Catskills. Melissa quitte Los Angeles. Plus de Botox, plus de script. Elle rénove, cultive, écrit. En 2024, à 60 ans, elle brise le silence total dans Entertainment Tonight. Ma vie est plus douce. Plus de pression, de course, de compétition. Instagram devient son journal. Photos de bois coupés, de tartes maison, de cicatrices assumées. Héritage, de l'illusion à la résilience. Melissa Gilbert n'est plus Laura Ingalls. Elle est une femme qui a survécu à l'adoption truquée, au suicide, aux amours toxiques, à l'alcool, à la dépression. Son message? La célébrité ne protège pas de la douleur, mais la vérité guérit. Elle incite les stars à parler, les fans à écouter. Sa cabane est un symbole. On peut reconstruire sur des ruines. Les coulisses de la petite maison dans la prairie. Enfance volée, amitiés éternelles. La petite maison dans la prairie n'était pas qu'une série télévisée diffusée de 1974 à 1983 sur NBC. Pour Melissa Gilbert, c'était une seconde famille, un refuge, mais aussi une prison dorée qui lui a volé son enfance. À 9 ans, elle décroche le rôle de Laura Ingalls Wilder après une audition où Michael Landon, producteur et acteur principal, la remarque immédiatement. « Tu es Alpin », lui dit-il en référence au surnom affectueux que Charles donne à sa fille dans les livres de Laura Ingalls Wilder. Ce surnom deviendra son identité publique, mais aussi une étiquette qui l'étouffera pendant des décennies. Le tournage se déroule principalement au Big Sky Ranch en Californie, un décor de 40 hectares reproduisant Walnut Grove. Melissa arrive sur le plateau à 6 heures du matin, repart à 18 heures, 5 jours par semaine. Entre deux prises, elle suit des cours avec un tuteur scolaire mandaté par la loi californienne sur le travail des enfants acteurs. 3 heures de leçons par jour, souvent dans une caravane étouffante. J'ai appris les fractions entre une scène de récolte et une autre où je pleurais la mort d'un chiot, raconte-t-elle dans Prairital. Michael, Landon dirige d'une main de fer. Il écrit, réalise, joue et impose un rythme infernal. Melissa admire son charisme, mais craint ses colères. Un jour, elle oublie une réplique. Landon la fixe. Si tu veux être une star, apprends ton texte comme une adulte. À 10 ans, elle comprend que la bienveillance paternelle de Charles Ingalls n'est qu'un rôle. Pourtant, Landon devient son mentor. Il lui enseigne à monter à cheval, à pleurer sur commande, à gérer la presse. Il m'a donné une éthique de travail que je porte encore, avoue-t-elle en 2020 sur le podcast Steer Hollywood. Alison Argrim, Nelly Olson et Melissa deviennent inséparables. Sur le plateau, elles se chamaillent comme rivales. Hors caméra, elles partagent bonbons et secrets d'enfants. Alison était ma sœur de cœur, dit Melissa. Leur amitié résiste au temps. En 2023, elles lancent ensemble un podcast Prairie Beach où elles dissèquent les épisodes avec humour noir. Mais le prix est lourd. À 12 ans, Melissa gagne 100 000 $ par saison, une fortune pour l'époque. L'argent va sur un compte bloqué jusqu'à ses 18 ans, géré par sa mère Barbara. Melissa n'en voit presque rien. Elle porte les mêmes robes qu'aux humains pendant des années. À 14 ans, elle demande un vélo. Barbara refuse. « Tu as déjà tout. » Le tournage impose aussi un isolement social. Pas d'école normale, pas de copains de quartier. Melissa a grandi entourée d'adultes, maquilleurs, caméramen, acteurs de 30 à 50 ans. Elle apprend la sexualité dans les magazines People volés sur le plateau. À 15 ans, elle fume sa première cigarette avec Dean Butler, Almanzo Wilder, son futur mari fictif de 8 ans son aîné. J'étais curieuse, mais terrifiée. Confie-t-elle. En 1981, la série passe en prime time. Melissa, 17 ans, est une star mondiale, mais elle rate son bal de promo. Pas de robe, pas de cavalier. Elle tourne un épisode spécial Look Back to Yesterday au lieu de danser avec ses camarades de classe. J'ai pleuré dans ma loge en entendant les autres parler de leur soirée, écrit-elle. Le dernier jour de tournage, en 1983, est un choc. Melissa, 19 ans, embrasse l'équipe en larmes. Michael Landon lui glisse. « Tu es prête pour le monde, Alpin ?» Elle rentre chez elle, seule, et réalise qu'elle n'a plus de maison. Le ranch est démantelé. Walnut Grove n'existe plus. Cette partie explore comment la petite maison a façonné Melissa. Discipline, amitié solide, mais aussi perte d'innocence, isolement et un sentiment d'identité figé dans le rôle de Laura. La série lui a donné une famille de substitution, mais lui a volé la liberté d'être une adolescente ordinaire. Les amitiés d'Hollywood alliées, prêtresses et sœurs de cœur.
Dans le tourbillon d'Hollywood, Melissa Gilbert a appris que les amitiés pouvaient être des bouées de sauvetage ou des mines flottantes. Dès l'enfance sur le plateau de la petite maison dans la prairie, elle noua des liens indéfectibles avec ses costars. Alison Argrim, qui incarnait la méchante Nellie Olson, devint sa confidente dès l'âge de 9 ans. Alison était la seule à comprendre ce que signifiait grandir devant des millions de téléspectateurs, confia Melissa lors d'un podcast commun en 2023. Elle passait des heures dans la caravane de maquillage à imiter les adultes, à partager des bonbons volés, à pleurer les disputes familiales. Leur amitié résista aux années. En 2010, elles coécrivirent Confession of a Prairie Beat, un livre mêlant humour et révélations sur les coulisses de la série. Melissa Green, la vraie petite sœur de Laura dans la série, fut une autre encre. Les jumelles Green, Melissa et sa sœur jumelle dans la vie réelle, partageaient les scènes de famille avec une authenticité touchante. Hors caméra, elles organisaient des pyjama parties où Melissa Gilbert se sentait enfin normale. Chez les Green, il y avait des disputes, des rires, des plats qui brûlaient une vraie famille, raconta-t-elle dans Prairital. Ces moments devinrent des souvenirs précieux quand sa propre vie familiale implosait. Mais Hollywood regorge aussi de trahison. À 16 ans, Melissa se lia d'amitié avec une jeune actrice prometteuse, fille d'un producteur influent. Elle partageait tout, vêtements, secrets, rêves d'Oscar. Jusqu'au jour où cette amie vendit à la presse People des détails intimes sur la fausse couche de Melissa avec Rob Lowe. J'ai appris que la confiance est monnaie à Hollywood, écrivit-elle. Le choc fut brutal. Elle cessa de s'ouvrir aux nouvelles venues, érigeant un mur émotionnel. Dans les années 90, lors de son mariage avec Bruce Boxleitner, elle fréquenta le cercle des épouses d'acteurs. Des dîners fastueux, des voyages à Aspen, des confidences arrosées de champagne. Mais quand son addiction à l'alcool devint visible, plusieurs amis prirent leur distance. Elle craignait la contagion sociale, analysa-t-elle plus tard. Une seule resta, Charlotte Stewart, qui jouait Miss Bider dans La Petite Maison. Charlotte, sobre depuis 20 ans, l'emmena à sa première réunion des alcooliques anonymes. « Tu n'es pas seule, gamine » lui murmura-t-elle. Ce geste sauva Melissa. Avec l'âge vint la maturité dans les choix amicaux. En 2013, lors de son installation dans le Michigan, elle rencontra un groupe de femmes locales, agricultrices, enseignantes, artisanes. Aucune ne connaissait Laura Ingalls. Pour la première fois, j'étais jugée pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais joué, confia-t-elle à Good Housekeeping. Les opérations de la colonne vertébrale, douleurs physiques et renaissance. Depuis l'adolescence, Melissa souffre du dos. À 16 ans, lors d'une cascade à cheval pour La Petite Maison, elle se luxe une vertèbre. Les médecins parlent de scoliose légère, mais Hollywood exige qu'elle continue. Prends 2 aspirines et souris, lui dit un producteur. En 2001, à 37 ans, la douleur devient insoutenable. Une hernie discale L4, L5 comprime un nerf. Elle marche pliée en 2. Bruce Boxleitner, son mari de l'époque, minimise. C'est dans ta tête. Melissa consulte enfin un spécialiste. Diagnostic, 2 disques écrasés. Sténose spinale. Opération d'urgence. Fusion vertébrale avec plaque métallique. L'intervention dure 6 heures. Réveil en soins intensifs. Drain dans le dos, morphine. Melissa reste allaitée 3 mois. Bruce est absent pour un tournage. C'est sa belle-mère qui change ses pansements. J'ai réalisé que je n'étais pas une priorité, dit-elle dans Back to the Prairie. La rééducation est brutale, kiné quotidien, corset rigide, interdiction de porter plus de 2 kg. Melissa, habituée à l'autonomie, apprend la vulnérabilité. Elle pleure en faisant ses premiers pas sans canne. En 2009, nouvelle crise. Une vis de la fusion se casse. Deuxième opération, remplacement du matériel, greffe osseuse. Cette fois, elle est seule divorcée de Bruce. Elle loue une chambre d'hôpital VIP pour avoir de l'intimité. En 2014, 3e intervention. Cette fois, Timothy Busfield est là. Il dort sur un lit de camp, lui tient la main pendant les IRM. Pour la première fois, je n'étais pas seule face à la douleur, écrit-elle. Aujourd'hui, Melissa vit avec 14 vis, 2 plaques et une cicatrice de 30 cm. Elle fait du yoga adapté, marche dans les Catskills, porte un sac à dos léger. La douleur chronique est là, mais gérable. Ces opérations ont été un tournant psychologique. Elles l'ont forcée à ralentir, à écouter son corps, à dire non aux exigences hollywoodiennes. Elles ont aussi brisé le mythe de l'invincibilité. J'ai compris que guérir, ce n'est pas effacer la douleur, c'est apprendre à danser avec elle, dit-elle en 2024.
Cette partie montre comment la douleur physique a reflété les blessures émotionnelles de Melissa, ignorée par ses proches, minimisée par l'industrie, mais finalement affrontée avec courage. Carrière post-prairie, réalisatrice, productrice et échec public. Après 1983, Melissa doit prouver qu'elle n'est pas qu'une enfant star. À 20 ans, elle joue dans des téléfilms The Diary of Anne Frank, Schwarz of the Hat. Mais les critiques la réduisent à l'ex-Laura Ingalls. En 1990, elle passe derrière la caméra. Elle réalise des épisodes de Babylon 5 et The Utelimi. En 1996, elle produit Zoya, un téléfilm avec 10 millions de téléspectateurs. Succès critique. Mais Hollywood reste cruel. En 2001, elle brigue la présidence de la Screen Actors Guild, SAG. Elle gagne face à Valérie Harper, devient la plus jeune présidente de l'histoire du syndicat, 37 ans. 2 mandats 2001 à 2005. Elle négocie des contrats historiques pour les acteurs, impose des règles anti-harcèlement. Pourtant, la presse people la descend. La petite Laura veut jouer à la grande. Elle est caricaturée en dictatrice. En 2005, elle perd la réélection. Dépression. Elle tente Broadway. Little House on the Prairie. The Musical en 2009. Elle joue Caroline Ingalls. Critique mitigée. Tournée écourtée. Échec financier. En 2016, elle se présente au Congrès Michigan, 8e district. Campagne modeste, $300 000 levés. Elle perd face au républicain Mike Bishop. Les médias titrent Laura Ingalls candidate, Jimmy coup sérieux. Melissa rebondit avec des livres. Prairie Tal, 2009, se vend à 500 000 exemplaires. Back to the Prairie, 2022, devient best-seller. Elle lance une ligne de vêtements rustiques, Modern Prairie. Cette partie explore les échecs publics de Melissa, présidence SAG contestée, défaites politiques, projets avortés, mais aussi ses victoires, négociations syndicales, livres à succès, reconversion en entrepreneuse. Elle apprend que l'échec n'efface pas le talent, il le redirigeait. Vit dans les Catskills, rénovation, potager et slow living. En 2018, Melissa et Timothy achètent un cottage de 1890 dans les Catskills pour $105 000. 14 acres, toiture percée, pas d'isolation. Ils le baptisent le cabage, le chou, en hommage à la simplicité. Premier hiver, moins 20 degrés Celsius, tuyauterie gelée. Melissa apprend à scier du bois, à allumer un poêle à bois. Elle poste des vidéos Instagram, jour 47 sans eau chaude. Les fans adorent. Rénovation en DY. Ils posent des planchers en pin, isolent avec de la laine de mouton local, installent des panneaux solaires. Budget total, $250 000 sur 5 ans. Potager de 200 mètres carrés, tomates heirloom, courges, herbes. Melissa suit la méthode nordique de shardowing. Elle conserve en bocaux, fait son pain au levain. Animaux, 2 chiens, Boo et Radley, poules, un âne nommé Jacques. Elle adopte un mode de vie zéro déchet, compost, lessive maison, vêtements d'occasion. En 2022, elle lance Modern Prairie App, recettes, tutoriels bricolage, podcast. 50 000 abonnés payants. Les Catskills deviennent son identité. Plus de Botox depuis 2016. Cheveux gris assumés. Elle marche 10 km par jour dans les sentiers. Cette partie montre la renaissance rurale de Melissa. Apprentissage manuel, décroissance choisi, communauté locale. Les Catskills ne sont pas une fuite, mais une reconstruction. Message aux fans, vulnérabilité, résilience et vérité. À 61 ans, 2025, Melissa Gilbert n'est plus une star, elle est une survivante qui parle vrai. Sur Instagram, @Melissa Gilbert official, 1,2 million d'abonnés. Elle poste sans filtre, cicatrice, jour sans maquillage, crise de panique. Son message, la célébrité ne protège pas de la douleur. Le silence la tue. Elle encourage les femmes à parler de fausses couches, d'addiction, de violence conjugale. En 2024, elle crée la Alpin Foundation, bourse pour enfants acteurs, thérapie gratuite pour ex-stars. $500 000 levés. Elle anime des retraites dans les Catskills, yoga, écriture thérapeutique, randonnée. $300 le week-end, places épuisées. Son mantra, la résilience, ce n'est pas ne pas tomber, c'est apprendre à se relever en disant la vérité. Cette partie conclut le parcours de Melissa, de l'illusion à l'authenticité. Elle n'est plus Laura Ingalls, elle est Melissa femme, mère, épouse, guerrière. Son héritage, avoir brisé le silence pour que d'autres n'aient plus à le faire seuls.
De la fillette en salopette à la sexagénaire en botte de chantier, Mélissa Gilbert a traversé l'enfer pour trouver la paix. Son histoire nous rappelle que derrière chaque icône se cache un humain fragile. Et si la résilience n'était pas de ne jamais tomber, mais d'apprendre à se relever en disant la vérité? Likez, commentez, partagez vos propres illusions brisées. Abonnez-vous pour d'autres portraits sans phare. Merci d'avoir regardé.